Ce que l'on voit représenté sur cette sculpture, c'est la rencontre du vent d'ouest, donc Zéphyr, avec la déesse des fleurs, Flore. Ce couple-là tombe immédiatement amoureux et ça permet la naissance du printemps. Et c'est pour cette raison que l'on a la figure du Poutot, le petit amour, qui les montre du doigt d'ailleurs, et qui prouve que ce couple-là est en train de tomber amoureux. Donc on a vraiment le coup de foudre. Zéphyr apparaît comme ça des nuées, il vient de se poser sur le sol et couronne Flore. C'est une histoire quand même très belle, inspirée donc de la mythologie. Les drapés sont extrêmement fins. Les gestes sont également gracieux, on a des gestes de danseurs presque. C'est vraiment une œuvre phare, jusque-là inédite finalement, qui est caractéristique de la sculpture française de la toute fin du règne de Louis XIV. Alors l'abondance, quant à elle, est une figure surtout allégorique. La notion de l'abondance est ici représentée par une jeune femme qui tient une corne d'abondance. Et cette corne d'abondance, comme son nom l'indique, déverse, si vous voulez, des fruits, des fleurs et des richesses. L'abondance répand ses dons sur la terre, et d'ailleurs c'est le titre de l'œuvre lorsqu'elle a été présentée au Salon de 1752. Zéphyr et Flore est commandé par Louis XIV en 1713 pour les salles vertes de Trianon. Ce groupe, cependant, n'est pas achevé avant la mort du roi. Il sera achevé 10 ans plus tard, en 1726. Le marbre est envoyé à Paris dans les magasins du roi. Et il va y rester jusqu'aux années 1769. L'abondance, quant à elle, est commandée en 1752, donc pour Louis XV, pour ses jardins du château royal de Choisy. Lorsque le groupe est achevé, c'est un peu la même histoire que Zéphyr et Flore. L'œuvre reste dans les réserves royales à Paris. Et elle rejoint donc, si vous voulez, Zéphyr et Flore. Moi, au départ, je pistais le groupe de Zéphyr et Flore, qui avait été publié pour la dernière fois en 1975 dans un ouvrage qui répertorie, si vous voulez, tous les sculpteurs qui ont travaillé pour le roi. Et ce groupe-là était photographié, on avait une photo en noir et blanc, donc je savais qu'il existait encore en 1975, mais sans localisation. Ensuite, à Versailles, on avait le catalogue de la vente de 1881, dans lequel j'ai vu que celui qui s'était porté acquéreur de Zéphyr et Flore était Alphonse de Rothschild. Donc à partir de là, déjà j'ai établi l'arbre généalogique d'Alphonse de Rothschild et j'ai listé toutes les propriétés que cette grande famille avait possédées au cours du temps, dans l'espoir d'y retrouver donc les sculptures. Donc je suis allé notamment au château de Ferrières, je n'y ai rien trouvé, et j'ai vu donc cet hôtel Efroussi de Rothschild, donc avenue Foch à Paris, en espérant y trouver l'œuvre, et l'ambassade d'Angola m'a très généreusement reçu. Et dans les jardins, voilà, je découvre Zéphyr et Flore que je cherchais. J'ai le cœur qui bat très fort, et je vois, dans un autre angle du jardin, la figure de l'abondance que je reconnais comme étant celle commandée par Louis XV pour Choisy et qui n'était plus connue depuis la toute fin du XIXe siècle. Et on a écrit à monsieur l'ambassadeur en demandant si son pays accepterait de faire le don de ces sculptures. Le gouvernement de l'Angola a immédiatement accepté cette idée au nom justement des bonnes relations qui unissent nos pays. L'Angola attache beaucoup d'importance à l'histoire et à la culture des autres peuples du monde. Compte tenu des bonnes relations qu'entretient avec la France, notre gouvernement a décidé de faire don de ces sculptures. Cela pour témoigner simplement son attachement à l'amitié avec la France. Ces sculptures ont vécu en extérieur pendant de longues années. Donc il était important de pouvoir restaurer ces sculptures pour l'exposition. Et donc on les a transférées à Versailles, dans l'atelier de restauration des sculptures. C'est une machine qui marche avec un laser dans l'infrarouge, donc elle sert pour faire du nettoyage. Elle est utilisée dans la restauration, même pour des nettoyages très délicats sur des polychromies. En fait, les croûtes noires se forment surtout dans les endroits un peu cachés et on voit bien que dans les passés, quelqu'un les a déjà retirées en partie. Avec les lasers, normalement, on a un nettoyage très délicat, on ne va pas abîmer la matière.
À la base, on n'est pas des archéologues, par exemple, mais finalement, je trouve qu'on a beaucoup de communication avec les historiens de l'art, les archéologues, parce que grâce à la vision de la matière de si proche, effectivement, on découvre beaucoup de choses qui sont assez intéressantes. Je me demande si c'est pas le profil de Louis XV. Un peu à l'antique. Il y a aussi des symboles, je sais pas si c'est... Ben là, on dirait un bateau. Non, il y a toujours des découvertes à faire, finalement. Un abattis. Je vais regarder les photos. Je sais pas si vous les avez dans le coin. Elles sont là. La dernière photo que l'on ait de ce groupe, donc en 75, où l'on voit l'œuvre avant son déplacement dans les jardins de l'ambassade et sans doute au moment où les doigts ont été brisés. Donc on se base là-dessus, sur cette seule photo, pour restituer les doigts. Non, bravo, parce qu'on retrouve le modelé assez délicat, la nervosité des doigts, donc c'est super. Il est vraiment si nerveux, là. Mais oui, il est nerveux, c'est beaucoup plus nerveux. Enfin, en tout cas, j'ai essayé de... Ah oui, vous avez raison. De faire quelque chose de beaucoup plus ouais. nerveux. Il était plus chaluté, en fait, le drapé, moins simple. Donc là, il y a un peu de reprise, voilà, à faire. Oui, il faut beaucoup de patience, délicatesse.